Écoute, je pense qu'il faut qu'on aille une discussion, toi puis moi, là. On a jasé ensemble, là, tout le Québec, puis on réalise que ça peut pas continuer comme ça, là. Écoute, franchement, là, la belle province, là. Va-tu falloir qu'on se mette à censurer tous nos artistes, nos animateurs de radio, nos journalistes, à scruter à la lettre et à la loupe les moindres mots que disent les gens sur la sphère publique? Il va-tu falloir commencer à écrire notre texte en l'avance et à le faire vérifier par des centaines d'analystes pour savoir s'il est politiquement correct? Non, parce que pour de vrai, là, un jour, nos artistes de la scène, nos politiciens, nos journalistes, nos animateurs, monsieur, madame, tout le monde, nos critiques, ils vont finir par avoir un syndrome, puis ça va être le syndrome de la page blanche ou de la peur d'écrire et de s'exprimer. C'est-tu moi où on est rendu dans une controverse, dans une élaboration douteuse du sens de la liberté d'expression dans lequel on se tiraille un peu d'un bord puis de l'autre ce droit-là? On se le tiraille, mais en même temps, on se lance des roches à travers ça, tu sais. C'est comme, moi j'ai le droit de dire ça, mais toi t'aurais pas le droit de dire ça. Moi j'aurais le droit d'amener tel concept, mais toi ton concept, puis je trouve que ça va trop loin. C'est ça que j'en pense. Je pense que c'est rendu que ça va trop loin. Quand c'est rendu qu'on s'attaque à des professeurs qui disent des mots qu'on disait dans un certain passé qui sont ancrés dans l'histoire, qu'aujourd'hui on peut plus répéter sans choquer les gens. Quand c'est rendu que tu peux plus dire un certain mot qui appartient au dictionnaire, un certain terme, tu peux plus faire d'expression, tu peux plus faire d'hyperbole, tu peux plus mettre en valeur les figures de style de la grammaire du français finalement. Quand c'est rendu qu'on est rendu là, c'est qu'on commence à avoir un petit peu perdu la notion de la liberté d'expression. C'est qu'on est rendu à s'accuser de tous les torts, à chercher le mal et le vice partout, et ce même dans les vestiges de l'expression de la langue française. Je trouve que réellement, tu sais, c'est drôle, on est choqué de voir des sorties publiques de des personnalités publiques dans les médias nous dire telle chose, on est choqué de voir tel politicien nous dire telle chose. Puis d'un autre côté, on a un parallèle intéressant. On a des politiciens qui essayent de nous sensibiliser sur ce qu'on pourrait dire, sur notre attitude face à leur politique, face aux politiciens qui nous disent de rester respectueux, de manifester dans la politesse, de ne pas les envoyer chier, autrement dit. Tu sais, c'est quoi la nuance? C'est quoi la différence entre ce que finalement les citoyens crient et hurlent aux politiciens, puis finalement ce que les politiciens nous citent poliment, mais en disant des belles phrases avec un paquet d'amalgames et de jeux de mots sophistiqués pour rire du monde ou stéréotyper une partie de la population. C'est pas attiser la haine d'un côté comme de l'autre, c'est pas propager la haine d'un côté comme de l'autre, c'est pas jouer avec les mots, comme on dirait. Donc aujourd'hui, à Québecwood, sur le sens critique, dans ce podcast qui parle de tout l'ensemble de toutes ces choses qui se retrouvent à être politiquement correctes ou incorrectes, on va parler finalement de la liberté d'expression. Eh oui, je le sais, ça vous étonne, ça vous surprend. C'est un sujet duquel, en tout cas, du moins pour lequel on peut quasiment plus s'exprimer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va creuser un peu dans la chose. On va creuser et déterrer quelques démons du passé et réaliser que c'est pas un sujet qui revient pour la première fois. On va réaliser qu'au Québec, c'est pas la première fois qu'on dépasse les bornes dans le sens de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre dans les médias, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça fait autant réagir tout le monde, mais qu'on n'en tire pas plus de leçons qu'il faut. Donc, sans plus attendre, mes conclusions sur ce sujet. Donc, souvenez-vous un peu, pour les gens qui ne se souviennent pas de ce qui était arrivé, c'est un professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, qui avait écrit sur son compte Twitter personnel que la culture des Québécois était raciste, que le gouvernement québécois est un suprémaciste blanc et que le Québec est l'Alabama du Nord. C'est un peu ce qu'il avait précisé dans le fond de sa pensée, surécrit sur Internet.
Donc, le recteur de l'Université d'Ottawa avait répondu par la suite, 72 heures plus tard à peu près, il avait répondu que finalement, la liberté d'expression, c'était pas un buffet. Il comprenait dans le fond le fait que les Québécois pouvaient être choqués par les propos de leurs professeurs, écrits sur Internet, mais il disait par exemple que ça s'excluait par exemple un peu du cadre du cours dans lequel il présentait un cours. Donc, ce qu'on nous a dit finalement, c'est que par ailleurs, même s'il n'était pas d'accord avec les propos qui avaient été dits, même si pour lui, dans son opinion personnelle, c'était pas acceptable, c'était pas son idée, son idéologie, il nous a cité un élément qui était quand même important, c'est le fait que la liberté d'expression, c'est pas un buffet où on choisit, dans certains cas, le discours qui est acceptable et dans d'autres cas, le discours qui ne l'est pas. En voulant dire, c'est pas un buffet ouvert dans lequel on va choisir quel plat est notre préféré, là. Moi, je préfère ce discours politique-là, puis tous les autres discours, indépendamment de lui, c'est des discours qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de raison d'être, alors que finalement, c'est totalement faux. Si une idéologie, si un discours vient à naître, c'est qu'à quelque part, il a pris naissance, il a pris source, il a pris... je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça prend quand même du bois puis une combustion, donc ça prend quand même quelque chose pour nourrir ton idée à quelque part, donc elle vient pas de nulle part. Donc je pense que toute idée, à quelque part, mérite d'être entendue, selon moi. C'est ça, la liberté d'expression. Et dans ce sens, autant que les propos du professeur, je trouve qu'ils sont désolants, là, ils sont mensongers, sont remplis d'une fausseté, c'est de la propagande anti-Québec, c'est du Québec bashing. Autant de l'autre côté, je trouve que la réponse du recteur d'Ottawa, est une réponse qui puise son sens. Vous savez, on parle quand même souvent en mal du fédéralisme en disant qu'il vient nous voler notre liberté d'expression puis qu'il vient nous couper nos droits. Mais d'un côté, on a un diffuseur public comme le CRTC qui vient demander à Radio-Canada des excuses publiques pour avoir utilisé le mot en haine, le gros mot en haine pendant une émission de radio qu'on peut plus dire. Puis d'un autre côté, on a des universités fédéralistes d'Ottawa, anglicisées, qui viennent défendre la liberté d'expression dans un contexte où oui, ça les avantage, parce que c'est leurs propres propos contre le Québec qu'ils ont dit, mais n'empêche qu'ils viennent quand même défendre le statut de la liberté d'expression et l'égalité aux yeux du monde, et toute autre idée qui pourrait s'opposer à leur propre idée. Je veux dire, est-ce qu'au Québec, on peut dire le mot... est-ce qu'on peut citer en fait le livre « Nègre blanc d'Amérique », qui est finalement un livre qui dénonce les conditions socio-politiques du Québec et des Québécois à une époque où la communauté afro-américaine était elle aussi plongée dans un esclavage et dans des conditions similaires de vie? Moi, je pense qu'on peut se permettre de le faire au point de vue de la liberté d'expression. Je pense qu'au-delà de tous les préjugés, les stéréotypes de masse qu'on peut avoir, là, c'est beau de dire que l'homme blanc est un raciste. Déjà, dire que l'homme blanc est raciste, c'est raciste parce que l'homme blanc, il est pas blanc, il est beige. Donc, je pense que sur cette phrase, on a le droit de citer un mot de Pierre Vallière. C'est un écrivain et un livre comme n'importe quel auteur du Québec qui a sa place comme n'importe qui d'autre, puis je pense pas que sa liberté d'expression devrait être censurée et limitée par rapport aux autres. Vous savez, on est extrêmement choqué qu'un candidat de Québec solidaire vole des dépliants du PQ et censure le programme du Parti québécois. On trouve ça effroyable, cette censure, mais d'un autre côté, on trouve pas ça effroyable, les propos que François Legault peut nous sortir. Attendez, je dis pas que c'est pas correct de dire que c'est suicidaire de faire venir autant d'immigrants au Québec pour la culture et la nation québécoise et pour la langue. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont utilisé ce mot-là, puis qui ont utilisé des mots suicidaires pour moins que ça, qui se sont fait attacher à l'hôpital, puis qui se sont fait interner et qui se sont fait dénoncer sous la sphère publique pour beaucoup moins que ça. Puis lui, d'un côté, il joue à la victime comme quoi il aurait le droit de dire ce qu'il veut, mais les gens autour, eux, devraient être censurés de leur contre-opinion quand ils sont pas d'accord avec lui.
On parle quand même de François Legault qui a bâillonné pendant 4 ans les oppositions quand il s'opposait à ses projets de loi et qui passait pareil ses projets de loi avec sa majorité sans même consulter les oppositions et les gens qui étaient pas d'accord avec toutes ces idées là. On parle du gouvernement caquiste qui pleure depuis le début des élections, qui se font intimider, qui se font écœurer par les manifestants des manifestations environnementales dans lesquelles ils sont même pas invités. Puis qu'on s'attend que c'est clair que les gens voudront pas les voir avec leur inaction climatique. Donc ils s'en vont là en sachant qu'ils vont se faire ruer. Puis après ça, ils se plaignent d'être les victimes, puis ils dénoncent le fait qu'on brise leurs affiches, qu'on fait des griffouillis sur leurs affiches, qu'on met de la peinture, ou que je sais pas, on dirait qu'on a tiré qu'un fusil de pinball avec des taches de peinture sur leurs affiches. Ils se plaignent de ça, mais d'un côté, ils font des plaintes à la police, je veux dire, ils judiciarisent des citoyens pour ça, là. Pour des affaires qui sont une liberté d'expression, qui partagent un message plus ou moins clair ou net. Puis d'un côté, on nous partage dans la CAQ des mauvaises informations comme quoi c'est suicidaire de faire venir plus d'immigrants au Québec pour la culture québécoise, pour notre nationalité, alors que finalement, c'est une information mensongère. Là. C'est pas vrai que ça menace notre culture plus qu'autre chose. Là. Donc, il y a des choses qui sont bien plus menaçantes pour notre culture que ça, tant qu'à ça. Là. Comme la guerre dans d'autres pays. Je veux dire... On est en train de dire que 80% des immigrants veulent pas travailler, vont juste à Montréal, puis on déforme des statistiques, on est en train de propager des messages quasiment à caractère haineux, qui sont des stéréotypes, des caricatures disgracieuses d'une partie de la population, qui pourraient entraîner des motifs de violence et de stigmatisation sur eux, des actes visés, des actes ciblés dans la société. Puis, d'un autre côté, on se victimise puis on porte plainte contre les gens qui s'en prennent à vos affiches électorales. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de contradictoire à quelque part. D'un côté, on se plaint de se faire dire qu'il y a des woke qui se dénoncent nos mots puis ce qu'on dit puis qui déforment puis qui font des amalgames sur les amalgames qu'on a fait nous autres mêmes puis qui nous dit que on n'est pas correct de ce qu'on dit. Mais d'un autre côté, on se plaint que ces gens-là, ils nous disent puis ils nous partagent un message autant différé d'une façon qui est aussi peu saine. T'sais. C'est comme d'un côté, on se lance des roches puis de l'autre aussi. Là, il y a pas de réflexion puis de perspective à travers ça. On voit bien qu'on parle puis qu'on parle, mais qu'il y a personne qui s'analyse puis qui réalise là-dedans. Là. Puis là, c'est des médias qui nous parlent de ça, qui nous montrent ça, qui nous dénoncent ça. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait un journaliste pendant la crise des Premières Nations qui avait bloqué les chemins de fer, tout ça. On était en grosse crise avec les peuples autochtones, juste avant la réconciliation. Il y avait un journaliste sur les ondes de radio qui avait dit sur Québécois Média, il s'appelait Luc Dionne, il avait dit sur les Amérindiens que le meilleur moyen de se débarrasser du problème, c'est qu'on devrait tous leur mettre une balle entre les deux yeux. C'est ça qu'il avait dit en direct à la radio. Pourtant, ce journaliste-là n'a jamais eu de poursuite criminelle, n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, alors que c'est clairement une menace, une incitation à la haine. Et aujourd'hui, ces mêmes analystes politiques, ces mêmes commentateurs dénoncent des politiciens qui auraient des discours différés, incohérents, intolérants, et qui mettrait des perspectives haineuses dans la société, alors que finalement, quand on regarde ça, on est juste en train d'avantager une liberté d'expression par rapport à une autre. Tu sais, je veux dire, ces journalistes-là ont parfaitement le droit de s'exprimer, mais quand ils sont rendus à fouiller les Facebook par remonter 5, 10 ans là, des publications des candidats avant même qu'ils pensent à se présenter en politique pour déterrer même ce qu'ils ont partagé sur leur mur, c'est que ça va loin, là. Puis qu'on est rendu à exclure des candidats, mettons, du Parti québécois sur le fait qu'ils ont partagé, vous voyez, je trouve des publications un peu islamophobes, là. Je vais vous dire qu'il y a des propos que je n'adhère pas, que j'approuve vraiment pas là-dedans. Mais est-ce que c'est une raison, comme divergence d'opinion, d'exclure puis d'en faire maintenant des processus d'exclusion à ce point? Je veux dire, votre réaction face aux gens intolérants et qui font preuve de violence, c'est des jeter dehors, des rejeter, de couper les liens au lieu de créer un lien dans la société puis d'essayer de les sensibiliser puis de leur faire comprendre que finalement, ils ont peut-être juste un peu des préjugés ou de la méconnaissance par rapport à cette réalité. Et là, juste pour vous, mon média, c'est pas traîner les pouces, comme on dit, j'ai fait des recherches
Et je suis remonté à des propos controversés sur Facebook d'un candidat du PQ qui se rire et blâme les médias, mais pas aux élections de cette année. On remonte en 2014, en fait. Et c'est ça. Il avait partagé sur Facebook une photo coiffée de la mention Fuck Islam. Donc, Jean Carrière s'était retiré à l'époque. Donc, on voit que c'est un phénomène qui vient de... On essaye d'en faire un nouveau phénomène de société qui est nouveau aujourd'hui, là. Mais ça, c'est du sensationnalisme. On va reculer, là, bien avant que les réseaux sociaux apparaissent, là. Il y en avait des discours haineux, là. Moi, personnellement, en tant qu'homosexuel et minorité visible ou invisible, là, et personne qui se fait stéréotyper, j'en ai lu pendant longtemps dans les années 2000, dans les journaux de Québécois Média, là. Je m'excuse, là. Je me souviens de certains propos controversés de Denise Bombardier, et parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes et la femme qu'elle est, je ne citerai pas ses propos sur les transgenres et sur les homosexuels, parce que je ne voudrais pas répéter la honte de ces mots qui ne représentent peut-être pas aujourd'hui sa nouvelle mentalité d'aujourd'hui avec une plus mûre réflexion sur la chose. Je vous répéterai pas non plus les propos controversés, très controversés de Richard Martineau sur les environnementalistes, sur l'environnement, sur l'écologie, sur la gauche, sur ces pelleteux de nuages, sur ces woke, sur cette gauche, comment je pourrais dire, anarchiste qui veut foutre le bordel dans le Québec, selon lui. Je veux dire, écoutez, il y a des choses qui sont tout simplement irrépétables, là, inconcevables, tellement que la caricature est démesurée, là. Parce que soyons clairs que si on prendrait tout ce que les chroniqueurs disent au pied de la lettre, puis au mot, là, si on prendrait tout ce que les chroniqueurs dans les journaux peuvent dire des fois, là, je peux-tu vous dire que si on prendrait tout au pied de la lettre puis au mot, là, et tabarnouche qu'on vivrait dans une société puis dans un monde qui est exagéré et exubérant. Vous trouvez pas? Tu sais, faut savoir faire la différence à m'amener puis tracer une ligne, là, entre ce qui est information, hyperbole, expression artistique, ce qui est un clin d'œil, ce qui est un cliché, ce qui est finalement une figure de style, comme on dirait en français. J'ai l'impression que le sens critique des Québécois, le sens de l'objectivité, le sens de la perspective est en train de se perdre dans notre société. Pour vrai, là. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on a autant peur de donner place à la liberté d'expression. Ça a toujours été une grosse mentalité de droite au Québec. Ça vient même avant la naissance de la démocratie, dans la monarchie constitutionnelle, à l'époque où l'opinion prenait et le débat prenait une très grande place dans les grosses instances, dans la haute classe dirigeante qui dirigeait. Et ces gens-là avaient très peur. À cette époque, ils avaient très peur de voir les médias, la liberté de presse et la liberté d'expression prendre de l'espace dans la sphère publique parce qu'ils avaient peur et ils craignaient que finalement les médias deviennent une trop grosse influence sur les élections et que finalement les médias deviennent l'élection, autrement dit. C'est pas pour rien que le journalisme est de plus en plus indépendant, que la liberté d'expression, que la sphère journalistique est considérée comme une sphère d'influence qui influence directement sur les politiques. C'est finalement la contre-influence aux politiciens et à la politique. Quand on analyse les influences directes et indirectes, eh bien, la sphère journalistique est l'un des plus gros poids dans le domaine des influences et les contrepoids politiques. Vous savez, quand on lit des médias indépendants, qu'on lit les blogs, puis qu'on analyse l'information journalistique puis nos sources, autant dans les médias conventionnels que peu conventionnels, que les nouveaux médias émergents, on réalise que c'est pas juste diabolique, là, les blogs, puis les réseaux sociaux, puis les médias sociaux. Là. Il y a pas juste de la bullshit, puis de la désinformation, puis de la mésinformation. Là. Il y a aussi beaucoup d'informations complémentaires, beaucoup d'analyses, beaucoup de chroniques d'opinion. Des fois, il y a des choses qui sont très constructives et très vérifiables et qui sont ressourcées. Moi, je pense qu'à quelque part, il y a des médias qui réalisent qu'à quelque part, il y a des gens indépendants, des gens avec un sens critique, avec une science qui est en train de gruger un petit peu leur pointe de tarte. Et c'est celle de l'influence sur les gouvernements, sur les politiques, et autant sur le sens critique et sur
la liberté d'expression qui serait censée être donnée à tous et pas juste à une grosse institution médiatique et politique, finalement, là. Tu sais, d'un côté, M. Legault se demande pourquoi qu'on l'associe au racisme. Il dénonce le fait que des analystes politiques font des amalgames et l'associent au racisme, mais les propos qu'ils ont faits étaient largement associés entre un préjugé un peu raciste, on va se le dire. Un ex-candidat de la coalition Avenir Québec fait une sortie dans les médias publics et se défend en disant « c'est juste un mot », que c'est juste un mot. C'est juste un mot qui est présent dans le dictionnaire, c'est juste un mot qu'on utilise comme tout le monde. Puis là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, comme tous les mots, on aurait le droit de l'utiliser, ce mot-là? Parce que d'un côté, on crie à la menace sur ce que la gauche dit, sur ce que des individus fâchés dans les citoyens écrivent sur Facebook, on les arrête, on les judiciarise pour des affaires qui ont été exprimées, mais qui sont peut-être associées à des affaires mal interprétées ou qui sont peut-être été mal exprimées. Fait que finalement, tu sais, si même le gouvernement est pas infaillible, si même les députés qui se présentent aux élections sont pas infaillibles puis peuvent se tromper ou mal parler ou dire des choses déformées ou qui sont pas vraies ou qui sont pas réelles ou dire des choses qui sont un peu exagérées dans leur pensée ou exprimées avec une image qui est assez brusque, un peu d'une certaine violence, est-ce que les citoyens d'un autre côté devraient avoir le droit de le faire? Ou on devrait commencer à arrêter toutes les personnes qui se présentent comme députés là, à la Chambre de l'Assemblée du Québec, puis il restera au pire une vingtaine de candidats pour se présenter puis nous représenter à la Chambre aux prochaines élections. Parce que si on commence à creuser et à déterrer sur Facebook puis dans la vie ce que toutes les personnes peuvent dire dans une vie, là, je vais vous dire honnêtement, on n'a pas fini, là. Puis ça, ce que je dis là, c'est valable d'un côté comme de l'autre. Là, je parle pas pour la CAQ, je parle autant pour Québec solidaire que pour le Parti québécois, que le Parti libéral du Québec, que le Parti conservateur du Québec, qui a pas payé ses taxes, je vous le rappelle, là. Non, mais quand on est rendu à remonter sur 5-7 ans, là, puis voir qu'un candidat n'a pas payé ses taxes là, en 1995, parce qu'à cette époque-là, il était pas riche, puis il avait de la misère à arriver pendant une année, là, ben, je m'excuse, là, mais je trouve qu'on s'écarte pas mal du domaine politique, puis de pourquoi on se présente aux élections, là. Je suis d'accord que quelqu'un qui paye pas bien ses comptes de taxes, ça paraît peut-être mal pour gestionner les finances du Québec. On se demande demain matin, il va-tu payer le salaire des employés d'État puis public, là? Il pourra comme pas sauter un paiement, là. Il va falloir qu'il suive ses obligations, mais tu sais, quand ça remonte à 5-7 ans, je veux dire, à un moment donné, il y a un bout à chercher à creuser et à faire des scandales avec rien sur ce que le monde dit puis font dans leur vie, là. Parce que c'est ça que je vous dis. On est rendu au Québec à choisir qui peut s'exprimer puis qui peut pas s'exprimer. D'un côté, le premier ministre puis ses ministres d'immigration puis tout ça qui représentent l'immigration pourraient dire n'importe quoi sur le dos du monde puis mettre le monde en beau taudis, les fâcher, les mettre en beau voile vert. Et on comprend que c'est choquant ce qu'il a dit pour certaines personnes qui vivraient dans cette condition et dans cette peau-là. Là. Je trouve ça insultant. Même moi, puis c'est pas censé m'atteindre. Je suis pas une personne de couleur, autrement dit. Mais ce que je veux dire, c'est ça. D'un côté, le premier ministre voudrait se permettre d'avoir une liberté d'expression, mais d'un autre côté, il nous dit que c'est juste un mot. Je suis d'accord que c'est juste un mot, mais si c'est juste un mot, pourquoi qu'il y a autant de mal à admettre le mot racisme systémique? Rendu là, ce que j'ai à lui répondre, c'est que c'est juste un mot aussi. Hein? Pourquoi on fait au Québec, dans la politique du Québec, on en fait une affaire pour un mot? On fait autant d'affaires juste pour un mot. On fait une saga judiciaire et politique et médiatique juste pour un mot. Après ça, on vient nous dire qu'au Québec, on veut protéger notre langue. Ben, protéger la langue du Québec, pour commencer, ça commence pas par protéger tous les mots de notre langue, puis tous les mots du dictionnaire, puis protéger son utilisation, puis la liberté d'expression qui va avec. Moi, je pense qu'on est en train de nous mentir encore, puis de jouer sur les mots. D'un côté, on veut s'approprier une liberté d'expression qui est infaillible à n'importe qui, puis d'un autre côté, on voudrait punir des gens de savoir exprimer librement et d'avoir eu la même liberté d'expression égale aux autres. Ça vous démontre ça à quel point que c'est dur de réglementer la liberté d'expression, puis à quel point que ça porte souvent à l'abus judiciaire, à l'abus de pouvoir, à l'abus d'utilisation, puis que ça amène souvent à censurer une autre partie parce que
C'est dur de choisir qui peut s'exprimer puis qui peut pas s'exprimer. Au bout du compte, on finit par choisir l'opinion qui nous reste ou qui nous est le plus favorable, finalement. Ce qui revient finalement à avoir une opinion précaire, préconisée, et d'exclure toutes les autres divergences d'opinion. Vous savez, je suis d'accord que la liberté d'expression, ça devrait être libre à tout le monde. Mais comme Patrice Lagacé a écrit un jour dans le journal de la presse, dans un article, on choisit aussi nos mots. Et les mots qu'on utilise, ça démontre un certain sens de qui nous sommes et de la pensée. Ça reflète un peu notre façon de penser, tu sais, je veux dire. Des fois, c'est une symbolique, des fois, c'est pour choquer. Il y a toujours un contexte dans le sens des mots qu'on utilise. Mais les mots qu'on utilise, c'est le reflet d'une expression. Ça peut être le reflet de notre âme, ça peut être le reflet d'une réalité, ça peut être le reflet de quelque chose. Il y a un contexte, ça peut être pour exprimer, dénoncer quelque chose. Mais tout est dans l'analyse du sens de l'expression. Quand on regarde juste un mot, puis ce qu'il veut dire, puis sa définition, mais qu'on ne regarde pas le contexte, qu'on ne regarde pas le sens que l'artiste a voulu en dégager, ou l'interprétation que l'artiste a voulu en faire, c'est qu'à quelque part, on n'a vraiment pas la langue, on porte vraiment pas la langue française dans notre cœur au Québec, là. Qu'on préfère débattre à censurer, à choisir qui aurait le droit de parler plus qu'un autre, plutôt que de laisser de la place à tout le monde pour s'exprimer. Je sais pas pour vous, mais ça commence à devenir lourd. J'ai l'impression qu'au Québec, on peut plus parler de politique sainement. On peut plus amener des sujets politiques, on peut plus parler de religion, on peut pas parler de culture, on peut pas parler de notre couleur, on peut pas parler de nos valeurs, on peut pas parler de notre langue, on peut pas parler de rien sans que ça choque personne puis que ça heurte une personne qui nous accuse finalement dans notre propre incompréhension des autres à chercher à connaître et à bâtir des liens qu'on est une telle personne ou un tel péjoratif, un tel stéréotype parce que il faudrait que certaines personnes aient plus le droit de s'exprimer que d'autres. Mais que dans un sens, on laisserait au bout de ça, on dirait, plus de place à la haine pour certaines personnes qui peuvent s'en défendre, puis pour les autres, leur haine serait juste inconsidérable, inexprimée, refoulée. On adopterait une position finalement qui serait tout simplement la répression. Vous savez, avoir une liberté d'expression dans une société, je pense que ça n'a pas juste un côté d'une médaille. Je pense que ça peut pas juste être beau, être rose, puis amener des droits pour tout le monde sans que ça déplaise à personne, là. Je pense que d'un autre côté, si on va avoir le droit de dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, puis de l'exprimer librement, il faut s'attendre à voir et à entendre des choses qui nous déplaisent au bout du compte. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire la juste part des choses pour avoir une discussion entre tous les Québécois, pour ouvrir une étude, puis une discussion, puis une commission là-dessus, sur la liberté d'expression, puis réaliser qu'il n'y a pas juste un univers à une chose, il y a deux réalités. On vit pas juste dans une société où ce que tout est blanc, tout est noir, comme on va dire, là. Il y a des zones grises, il y a des gens métissés. On a toutes sortes de gens aujourd'hui, fait qu'il faut arrêter, là. Faudrait commencer à considérer les gens qui sont mulâtres. Donc, c'est ce que j'en pense. Au bout du compte, là, je me dis qu'on joue sur les principes de la liberté d'expression pour donner plus de droits à d'autres que certaines personnes, puis je pense que c'est un jeu malsain. La liberté d'expression, ça amène toutes sortes de réalités. Ça peut amener autant des belles choses que des mauvaises choses. On peut autant entendre et voir des belles que des mauvaises choses. Je pense que si on peut exprimer juste les belles choses dans notre société, puis pas les choses qui dérangent, les mauvaises choses, c'est qu'on n'a pas de réelle liberté d'expression, puis qu'on n'a pas d'une véritable vision et des nouvelles qui reflètent la réalité à quelque part, là. C'est qu'on est rendu avec un réseau de propagande. Si on regarde le droit français, oui, parce que j'ai décidé de regarder le droit français parce que la démocratie francophone a toujours été en avance, autant sur l'abolition de l'esclavage que sur les droits à la liberté d'expression. Eh bien, l'article 100 de la Constitution dispose que la liberté d'expression, y compris le droit d'obtenir, de conserver et de distribuer des informations et de manifester ses opinions est garantie à tous. C'est un droit qui est censé être garanti à tout le monde.
on n'est pas censé décider c'est qui devrait y avoir droit, parce que là, on commence à rentrer dans des principes d'abus, selon moi. Quand on fait des recherches sur l'apparition de ce droit, on réalise que la première proclamation de la liberté d'expression date de 1776, dans lequel les États-Unis adoptent leur constitution. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789 reprendra ce droit fondamental qui révèle de valeurs aussi bien laïques que démocratiques. Ce qui fait de la liberté d'expression l'une des plus grandes valeurs américaines et françaises, et probablement pour leurs voisins et leurs ancêtres, les Canadiens aussi. Selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, la liberté d'expression, c'est un droit qui inclut également le droit d'exprimer des opinions controversées et dérangeantes. C'est ainsi le droit de critiquer des idées et des valeurs sans avoir peur de subir des représailles. Ça veut dire que si un sujet ou quelque chose qui te dérange dans un principe de religion, puis que toi, pour toi, c'est pas quelque chose auquel tu adhères, tu as le droit d'exprimer ton opinion par rapport à ça. Ça veut dire que si tu as une opinion religieuse, toi, puis que les valeurs laïques, c'est les systèmes démocratiques laïques, ça porte opposition à ton mode de vie, mais tu as le droit d'exprimer tes arguments puis tes valeurs par rapport à ça. Ça veut dire que si les codes vestimentaires, toi, t'es contre ça, tu as le droit d'en parler. Ça veut dire que si t'es une femme puis tu trouves que c'est injuste qu'un homme puisse se mettre torse nu puis toi, tu peux pas te mettre les boules à l'air, tu as le droit de le revendiquer. Ça fait en sorte que si t'es une femme qui gagne un plus bas salaire que les hommes, ben t'as le droit de le dénoncer publiquement, genre. Si t'es un employé qui a des mauvaises conditions de travail, ben t'as le droit aussi de le dire. Ça fait en sorte que si t'es maltraité dans une institution où on te traite pas bien dans un hôpital, où ton professeur a dit des choses qui étaient complètement incorrectes ou aberrantes, t'as le droit aussi de le dire et de le dénoncer à tes parents. Autant que ton professeur a le droit de se défendre et de le dire, que ça revient de sa liberté d'expression de dire telle chose, même si ça semble dérangeante aux yeux des autres. Voyez-vous comment que la liberté d'expression, c'est un droit qui donne à tout le monde le droit de s'exprimer? Est-ce qu'on va commencer à réprimander les idées de tout le monde, ou on va commencer un peu plus à débattre et à parler justement de comment qu'il y a des divergences d'opinion dans la société, puis que c'est important d'écouter tout le monde et leur point de vue pour en venir à un consensus général? Tu sais, à m'amener, c'est bien beau, censurer les gens, mais on base pas, on crée pas une démocratie sur les bases de la censure. L'UNESCO reconnaît le droit d'expression comme une liberté fondamentale. C'est normal parce que sans la liberté d'expression, il n'y aurait pas de culture. Donc même l'UNESCO reconnaît le cachet culturel de la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Dans l'article 19, c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit à tous les hommes et à toutes les femmes de cette terre des droits d'expression inaliénables. Tu sais, dans le fond, c'est simple. Ce qu'on dit, c'est que tous les hommes ont le droit à la liberté d'information, à la liberté de presse, à la liberté d'expression. Ça pose la base de tous les autres droits. Si tu peux pas exprimer tes droits, si tu peux pas en parler en parlant, si tu n'as pas de liberté d'expression, comment tu peux prétendre avoir des droits dans un silence? Le principe même du droit, c'est d'avoir une liberté d'expression. Ce qui a créé même le droit dans notre société, c'est des personnes qui avaient une liberté d'expression pour les écrire, pour les inventer, pour les créer, pour les exprimer. Donc, sans liberté d'expression, on revient à ne plus avoir de droits. C'est simple, là. C'est aussi simple que ça. Selon la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression, c'est la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Ça veut dire la liberté d'exprimer ses idées librement. On nous dit plus explicitement à l'UNESCO que la liberté d'expression et d'information constitue les piliers d'une société saine et démocratique, sur lequel repose la croissance sociale et économique. On dit que ça permet la libre circulation des idées nécessaires à l'innovation et que ça renforce la responsabilité et la transparence. C'est ce qui entraîne un chemin et qui fait en sorte que les idées peuvent cheminer dans la conscience individuelle autant que collective des individus. Au Canada, chacun a la liberté fondamentale suivante: la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.
Si tout ceci était mis ensemble, là, c'est pour que chaque liberté d'expression de chaque domaine ici-là n'empiète pas sur l'autre et qu'ils aient toute l'égalité de s'exprimer autant en bien qu'en mal de chacun des sujets qui se retrouvent ici-là. Là. Il me semble que ça peut pas être plus évident. Donc, finalement, la conclusion que j'en tiens aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va devoir créer au Québec un tribunal pour juger de ce que tous les gens disent sur la sphère publique et sur leurs réseaux sociaux et dans leur vie, autant à leurs amis, à leurs enfants qu'à leurs parents, qu'à n'importe qui, que sur la rue? Est-ce qu'on va se mettre à juger des films, des chansons, des livres, de tout ce qu'on peut exprimer dans la société québécoise? Le tribunal de la pensée, tiens, le tribunal des choses exprimées. On va faire le tribunal de la liberté d'expression administrative du Québec. Je pense qu'on se dirige vers ça si ça continue comme ça. On sait comment ça marche dans la société québécoise. On a déjà passé des lois spéciales pour contrer les droits de manifestation. S'il faut empiéter sur le droit de la liberté d'expression, nos gouvernements vont pas se gêner pour réglementer ça pour qu'on n'ait plus le droit de dire bin puis le mot pète dans une même phrase. Et ainsi exprimer tout ce qui nous dérange et nous ballonne de l'intérieur, autrement dit. Ce qui va faire sûrement en sorte qu'un jour, les gens vont tous finir par péter comme des ballons, péter aux frettes, à force d'accumuler leurs propres idées, de ne plus pouvoir s'exprimer, de ne pas avoir d'exutoire, de liberté d'expression, de culture. Parce que la liberté d'expression, c'est également la base culturelle d'une société rendue là. Donc, on s'attaque à quelque chose, à un sujet qui est très délicat, selon moi. Et surtout, la perspective que je voudrais amener là-dedans, c'est que dans une société où ce que le taux de diplomation et d'éducation est de plus en plus en baisse, est-ce qu'on peut vraiment juger de la capacité des gens et de leur éducation à s'exprimer clairement et d'utiliser la langue d'une façon la plus habile possible et à s'exprimer, comment je pourrais dire, d'une façon qui est peut-être plus polie, saine, conventionnelle et qui pourrait peut-être moins choquer et moins heurter certaines personnes dans les processus du débat public. Je veux dire, je pense que tout ceci ramène la question de la démocratisation de nos écoles, de comment qu'on a stigmatisé la politique pour notre jeunesse, dans l'éducation, comment que finalement il n'y a peut-être pas de vie, puis de communication, puis de vie politique dans nos écoles. Nos sociétés, nos générations ne semblent pas habilitées à débattre des sujets chauds d'une société sans s'emporter et se tenir et être sur le qui-vive. Autrement dit, sans chicaner. Ça me fait remettre en question, c'est quoi la place qu'on laisse à la vie démocratique dans notre province? C'est quoi qu'on donne à la vie démocratique? C'est quoi qu'on fait pour valoriser et revaloriser la vie démocratique? Moi, je veux dire, j'aime ça la politique, je suis un passionné de politique, j'en parle, j'en mange. Mais quand j'en parle, là, tout ce que j'entends, tout ce que le monde me dit, c'est comme, s'il te plaît, tu peux-tu arrêter de parler de politique? Les gens, ils veulent pas entendre parler de politique, ils sont tannés, ils sont désenchantés. C'est pas normal d'être rendu là en tant que société, de même plus croire à nos politiques au point de même pas vouloir en entendre parler, là, de pas être capable de débattre d'un sujet puis de parler de ses idées, puis justement de ce qui nous dérange. On dirait que les gens ils ont peur d'exprimer ce qui leur dérange autant que ce qu'ils trouvent correct dans la société. On dirait qu'ils n'ont jamais appris à faire ça dans la vie. On dirait que c'est un sujet qui est rendu tabou pour vrai. C'est pas mêlant. Au Québec, c'est moins tabou parler de sexe puis de parler de sexualité que de parler finalement de politique. Je pense qu'on a des gros problèmes de politique au Québec. Un gros problème politique. Un gros problème dans le concept de la politique. Je pense que notre vie démocratique, elle est malade. Je pense que c'est ça qui se passe actuellement. Le pronostic me semble que les citoyens ne semblent plus croire au processus démocratique actuel. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un désenchantement autour de la politique au Québec. Puis ça, je trouve ça vraiment de valeur parce que c'est le fardeau des générations futures d'hériter d'un réseau de politique brisé, d'une croyance en la politique qui a été abîmée, qui a été traumatisée par des fausses promesses,
par des manipulations, par des mauvais choix, par des mauvaises gouvernances. Puis je pense qu'au bout du compte de notre société, ça a heurté plus d'esprit que ce qu'on pourrait croire. Je pense que la question qu'il faudrait avoir au Québec, c'est pas de savoir et de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réprimander la liberté d'expression, mais plus qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre la haine des citoyens et les citoyens qui sont offusqués, qui sont révoltés contre le système, et les remettre au profit de la démocratie et leur faire croire à un système et ramener leur opinion d'une façon plus constructive dans un système démocratique. Je pense que l'enjeu, il est plus social et démocratique que ce qu'on pense. Comment on peut ramener les gens frustrés puis la frustration à s'impliquer en politique au lieu de juste critiquer les choses puis dire ce qui leur dérange sans jamais réagir puis réaliser que l'inaction, c'est également une conséquence d'une politique, d'une mauvaise politique. C'est un choix politique. Décider de critiquer et de ne pas agir, c'est également un choix politique. Il faut réaliser que dans la vie, là, on ne veut pas parler de politique, mais tout est politique. Là. Ce que tu choisis que tu vas manger pour déjeuner ce matin, les couleurs que tu vas porter pour t'habiller, c'est une décision qu'au bout du compte est politique. La politique, c'est simple, ça touche à tout. À un moment donné, il faut arrêter de penser que nos politiciens, c'est des gens qui se sentent pas concernés. Moi, je pense qu'au bout du compte, là, si les gens se lancent en politique, c'est parce que justement, ils ont vu dans la vie des affaires qui échappaient peut-être à leur pouvoir, puis ils se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Comment je pourrais améliorer les choses? Puis je pense que c'est juste du monde qui ont un désir de changement, de faire avancer des affaires, puis de justement écouter les gens pour amener leurs idées à faire un bout de chemin à quelque part dans les institutions. Mais si on n'a pas une liberté d'expression pour exprimer ça aux yeux des autres, comment voulez-vous faire un cheminement démocratique dans notre société? Comment voulez-vous que la démocratie évolue dans le bon sens? On va-tu finir avec une province où ce que les politiciens vont avoir peur de se présenter aux élections parce qu'ils ont peur de s'exprimer, parce qu'ils vont avoir peur qu'on déterre tout leur passé puis qu'on dévoile ça dans les sphères publiques autant que leur vie privée? On va-tu finir par vivre dans une société où les artistes vont avoir peur de monter sur scène puis les humoristes de faire des blagues sous peur de se faire poursuivre pour avoir fait des hyperboles, pour avoir fait des blagues un peu douteuses? On va-tu finir par vivre dans une société où nos écrivains, où nos scénaristes, ou nos artistes, ou nos réalisateurs de films vont finir par traverser le syndrome de la page blanche, faute d'écrire un scénario par peur de faire vivre un stéréotype ou un cliché qui serait mal interprété et jugé, mal jugé aux yeux du public? On va-tu finir vraiment par avoir peur de parler ou de faire connaissance ou de communiquer avec les autres par peur de mal faire, par notre incompréhension, ou peut-être parce que justement on peut pas tout connaître dans la vie puis qu'on n'est pas parfait puis qu'on est encore humain et qu'on cherche encore à s'apprendre et à se connaître au-delà de la découverte? On va-tu commencer à vivre dans la peur de s'exprimer au Québec? C'est un peu la question que je vous pose à vous, tous les Québécois et les Québécoises dans ce podcast. Version longue, parce que je trouvais que la liberté d'expression, ça méritait quand même d'en parler, puis d'en dire, puis de dévoiler tout mon sac, de vider mon sac, de dire un peu tout ce qu'il y avait à dire à ce niveau-là. Parce que de ce côté-là, il y a deux revers d'une médaille. On n'est pas parfait. On a tous dans la vie dit des bonnes choses, puis dit des moins bonnes, d'autres choses dont on est moins fier. Parfois dans un élan, sous une pression, dans une colère. Mais est-ce que ça doit exclure toutes les bonnes choses qu'on a dit puis qu'on a faites? Est-ce qu'on doit commencer à bannir, à réglementer la liberté d'expression au point de réduire le droit de s'exprimer? Je veux dire, on va-tu commencer à rayer de la carte les vieilles expressions qu'on a? Parce qu'on a des expressions qui utilisent un vocabulaire aujourd'hui qui est aussi cru, là, qui semble empreint un peu d'une certaine violence. Vous savez, on va-tu commencer à critiquer chaque personne, chaque artiste, puis savoir quelle peinture est acceptable puis quelle peinture n'est pas acceptable? Parce que montrer une peinture à des millions de personnes et demander-leur leur propre interprétation personnelle, vous allez voir que d'une personne à l'autre, l'interprétation, elle va différer et elle va changer. Est-ce que ça serait pas un peu pareil avec les mots, les phrases et les textes finalement? Je pense que chaque personne se fait une interprétation différente. Je pense que chaque personne se fait sa réinterprétation. Je pense qu'il n'y a pas juste
un sens et une interprétation aux choses. D'ailleurs, il y a même des lois qui s'interprètent sur plusieurs sens, qui sont même contestées en justice. Donc, à un certain point, est-ce qu'on peut prendre les choses au mot, au pied de la lettre, et ainsi en faire une saga qui vise à critiquer une liberté qui est égale à tout le monde, et c'est la liberté d'expression au Québec, puis au Canada.